présentation. Donc, pareil, comme l'interlocuteur précédent, je vais faire une présentation sur ma thèse que j'ai passée en octobre 2023 sur le potentiel de donneurs d'organes aux urgences. C'est l'histoire qui commence avec mon directeur de thèse qui est ici présent, le docteur David Sapir, qui m'a proposé ce sujet quand je suis passé aux urgences de Melun il y a 2 ans et où j'ai tout de suite accroché. Et donc, du coup, je vais vous présenter un peu comment je suis arrivé à approfondir cette question et à en tirer des conclusions qui sont très intéressantes. Et je pense qu'au niveau du KB, ça devrait vous intéresser puisque, il me semble, c'est un centre de don d'organes assez important en France. Donc, tout d'abord, je rappelle juste le don d'organes en France. Vous le savez déjà tous. Il y a plusieurs types de donneurs. Il y en a un quart, c'est du donneur vivant, ça ne nous intéresse pas pour cette thèse. 3 quarts, c'est des donneurs décédés, et donc du coup, il y en a 14% après une mort circulatoire, et 86% qui sont après une mort cérébrale. Donc c'est surtout ceux-là où on va s'intéresser pour cette thèse. Donc bien sûr, c'est régi par la classification internationale de Maastricht, c'est surtout sur ça qu'on se base, et notamment sur la catégorie 4, qui sont les patients décédés en mort encéphalique et qui entraînent un arrêt circulatoire réversible. Donc le contexte, c'est une inégalité. Alors j'appelle ça offre et demande, mais j'ai pas trouvé de meilleurs mots, parce que bon, un organe ça se marchande pas, mais bon, c'est voilà, l'offre d'organes, les dons d'organes sont quand même beaucoup moins importants que la demande, et on voit que la demande, donc c'est la ligne en bleu, augmente de façon perpétuelle, sans jamais s'arrêter pour le moment. Donc j'ai les chiffres que jusqu'à 2022, il y a des nouveaux chiffres qui sont sortis pour les années 2023 et 2024, non pas 2024, et en vert, c'est la courbe de l'offre de d'organes, des dons d'organes qui sont réalisés, et donc on voit que elle est plutôt stable, et même en 2021, il y a l'inégalité qui se creuse, puisque 2021, c'est le Covid, et donc le Covid a affecté les dons. On vient tout juste de retrouver les chiffres de 2019, on vient de les dépasser cette année, donc on est vraiment, on a du mal à réduire cet écart. Pourquoi je fais cette thèse? Tout simplement parce que j'ai cherché dans la littérature et mes recherches ont amené qu'il n'y a peu de littérature. On a peu de littérature sur le sujet des donneurs d'organes aux urgences. Les donneurs d'organes aux urgences, il y a en tout, j'ai trouvé 4 études qui en parlent, dont une thèse, celle du docteur Erkelman que je vais vous présenter. Et du coup, on va commencer par le premier papier qui a été fait en 2017 et qui montre en fait, donc qui sont tirés des données de l'agence de biomédecine, qui montrent que les urgences sont quand même la 2e source de donneurs d'organes en France. Donc après, de très loin, la réanimation, qui est quand même à 63,3% des patients donneurs qui viennent de la réanimation, il y en a 15,8% qui viennent des urgences, très proche de la neurovasculaire, qui est à 12,7%, mais quand même, les urgences, c'est la 2e source. Donc j'en viens à cette fameuse thèse qui a été faite par le docteur Erkelman à l'université de Poitiers en 2013, qui en fait a étudié le secteur de centre de don d'organes de Corbeil-Essonnes, donc pas si loin d'ici, qui donc a regardé sur l'ensemble des centres qui sont rattachés au don d'organes de Corbeil-Essonnes, au centre de prélèvement de Corbeil-Essonnes. Il a regardé tous les patients qui venaient aux urgences et qui avaient un AVC massif qui était apte à donner pour le don d'organes. Et donc il a découvert qu'il y avait 25 AVC donc prélevables sur une année, donc c'était des potentiels donneurs, et sur ces 25 AVC, il n'y en a que 2 qui ont été mis dans une démarche de réanimation d'organes. Ces 2 patients-là, au final, malheureusement, ils n'ont pas été prélevés pour des questions de refus de famille, mais ça montre que déjà, il y a 25 patients sur une année qui auraient pu être prélevés, qui auraient pu être donneurs potentiels, et ça, c'est un argument de plus pour dire qu'il y a un réservoir. Et donc ça, c'est les 2 dernières études que j'ai vues qui vont plus se baser sur
la qualité du don, on va dire, et le nombre de dons. Et aux urgences, on peut voir notamment dans la première étude qui a été faite donc, en 2014, cette fois-ci aux États-Unis. Donc on passe un peu plus à l'international, où on voit que donc, sur la colonne de droite, aux urgences, donc colonne de droite c'est les urgences, colonne de gauche c'est les patients qui sont hospitalisés dans les services, que ce soit en réanimation ou dans d'autres services. On voit qu'il y a plus un pourcentage donc, par rapport aux patients éligibles aux dons d'organes, donc qui sont quand même plus faibles aux urgences, 243 contre 7196 dans les services. On voit que quand même le pourcentage est plus élevé au niveau des donneurs, donc 78,3% de dons d'organes réalisés sur les patients des urgences contre 74,6% dans les patients qui sont hospitalisés. Donc il est un peu plus important au niveau des urgences et en plus on prélève plus d'organes parce qu'il y a 3,79 organes, 3,8 organes qui sont prélevés par rapport en moyenne, c'est une moyenne, par rapport à 3,16 dans les patients qui sont hospitalisés. Donc bon, là, dans cette étude, ils disent que potentiellement c'est dû à un âge qui est un peu plus jeune chez les patients des urgences, que c'est des patients qui peuvent arriver avec des moins de comorbidité puisqu'ils sont plus jeunes. Donc voilà, ils émettent des hypothèses, mais il n'y a pas forcément d'autres études qui sont faites par la suite. Et dans cette dernière étude, ça reprend un peu celle juste avant. Ça a été fait pareil aux États-Unis, qui en 2009, cette fois-ci donc plus tôt, et qui montre que, pareil, au niveau des urgences, ED, Emergency, et Inpatient, c'est hospitalisation. Donc on peut voir que les organes qui ont été prélevés, il y en a quand même plus au niveau des urgences qu'au niveau des patients hospitalisés. Donc là, on en vient à cette fameuse thèse. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on va en faire ? En fait, on va évaluer le potentiel de donneurs d'organes aux urgences, tout simplement. Et donc là, moi, je me suis basé sur l'année 2021 et en Seine-et-Marne, donc sur l'ensemble du département du 77. Donc ça va me permettre d'identifier, d'orienter les donneurs vers une filière de prélèvement. Cette orientation des donneurs, elle se fait suivant les recommandations de la SRLF, donc qui a été publiée en 2005, avec des facteurs de prédisposition, des facteurs prédictifs de survenue de la mort encéphalique, qui vont permettre d'inclure les patients en réanimation non thérapeutique, donc dans l'objectif d'une réanimation d'organes. Donc là, je vous ai mis les facteurs de risque de passage en mort encéphalique qui ont été recensés. Donc j'ai trouvé ça dans cette étude de 2021, qui sont un peu retrouvés dans les recommandations de la SRLF, mais là, ça est un peu plus fixé. Donc le Glasgow inférieur à 7, l'abolition simultanée de tous les réflexes du tronc cérébral, soit pour les AVC hémorragiques, donc un hématome d'un volume de plus de 65 cm3, ou alors pour un AVC ischémique, une zone infarctive de plus de 145 cm3, ce qui est assez important. Une hydrocéphalie, un engagement transtentorial ou la fosse du cerveau, une pression artérielle élevée et bien sûr un traitement anticoagulant. Donc comment j'ai pu mettre en place cette étude? Donc tout d'abord j'ai fait une étude observationnelle. J'ai pris dans le passé, c'était rétrospectif donc sur l'année 2021 et c'est multicentrique. Par rapport donc, aux différents centres que j'ai étudiés, il y a en tout 9 centres d'urgence au niveau du 77, de grosses urgences au niveau du 77, qui sont répartis entre deux zones, celle du nord et celle du sud, qui ont deux centres de coordination du don d'organes différents. Au nord, on va avoir le centre qui est à Meaux, mais avec une coordination commune au niveau de Meaux, Jausigny et Coulommiers, qui comprend donc ces fameux 3 hôpitaux du GEF et l'hôpital de Brou-sur-Champagne. Et puis au sud, on a l'hôpital de Melun, bien sûr, avec le groupe hospitalier de Fontainebleau, Montreux, Nemours qui sont ensemble, et Provins qui, eux, sont attachés au centre de coordination de Corbeil-Essonnes, donc dans le 80. Donc moi, j'ai pu étudier que 4 de ces 9 centres. Donc les 4 centres, c'est Meaux, Jausigny, Coulommiers et Melun. Malheureusement, il y a 4 centres qui n'ont pas pu me fournir les données à temps, que j'essaye de récupérer pour peaufiner
pour un peu plus tard, et un centre où les données étaient inutilisables sur l'année 2021 puisqu'ils ont changé de logiciel en janvier 2022 et où les données étaient plus exploitables avec ce nouveau logiciel. Donc malheureusement, je n'ai pas pu les utiliser. Je me suis basé sur Crystal Action. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est Crystal Action. Crystal Action, ça a été mis en place par l'Agence de biomédecine, qui est un outil informatique qui est assez simple, qui permet en fait d'améliorer le recensement de prise en charge des donneurs. Enfin, du moins, c'est la partie que je vais utiliser dans Crystal Action. Alors, je n'utilise pas Crystal Action, je me base sur Crystal Action pour faire mes recherches. Et d'ailleurs, je vais l'utiliser quand même pour comparer mes données pour que ça soit assez fiable. Donc, Crystal Action est assez réparti dans plusieurs centres hospitaliers, mais pas dans tous les services. Et notamment, ils sont répartis dans beaucoup de réanimations et quelques urgences. Après, il y a d'autres services aussi, mais ça devient un peu plus ponctuel. Donc après, voilà. Là, on a les bases. Maintenant, qu'est-ce qu'on inclut ? On inclut des patients dont l'étiologie est compatible avec le don, tout simplement. Donc sur l'année 2021, et on va prendre des personnes qui sont majeures, qui sont compatibles avec le don, donc 3 étiologies majeures, AVC massif, trauma crânien sévère et coma anoxique. Coma anoxique, c'est anecdotique, j'en ai pas trouvé. Et bien sûr, on va prendre que les patients qui sont décédés dans les 7 jours de leur passage aux urgences. On va exclure tous les patients où ils ont eu un traitement curatif en sortant des urgences, où on les envoie dans des centres du ZNV, parce que ils sont traités curativement. Donc la décision de don d'organes, même si elle se fait chez ce patient-là après, elle ne viendra pas des urgences. Donc ce n'est plus un patient des urgences. Les erreurs de codage, parce que on fait tous des erreurs de codage et malheureusement il y en a eu quelques-uns, 19 dans ce cas, et toutes les contre-indications d'emblée au don qui sont marquées dans le dossier médical, c'est-à-dire un cancer actif, une tuberculose active ou une maladie à prion suspectée, etc. Ce qui nous fait à la fin, sur l'année 2021 et ses 444 donneurs potentiels. Et donc c'est là où on va répartir en fonction de cette fameuse question, est-ce qu'ils sont orientés ou non vers une filière de don d'organes. Donc qu'est-ce que c'est orienté ou non vers une filière de don d'organes ? C'est tout simplement, on a passé un coup de fil à la coordination du don d'organes ou alors au réanimateur qui est en charge dans cette filière. Parce que dans certains centres, et en fonction des centres, c'est soit le réanimateur qui prend la décision, soit la coordination avec la collaboration des réanimateurs. Et du coup, ça se fait, la filière n'est pas unifiée sur l'ensemble du territoire. Et donc là, en fait, sur l'ensemble des donneurs potentiels que j'ai trouvés, 44, il y en a 24, soit 55%, donc un peu plus de la moitié, qui ne sont pas orientés dans cette filière, malheureusement. Et dans ces 55%, il y a quand même la moitié, donc 13 patients, qui auraient pu l'être, qui auraient pu être orientés. Alors qu'est-ce que c'est les patients qui ne sont pas orientés, qui ne sont pas concernés par le don ? En fait, c'est des patients tout simplement où ils arrivent aux urgences, ils ont tous les critères pour, sauf que en lisant leur dossier, ils n'ont pas un Glasgow suffisant, en gros ils n'ont pas de facteur prédictif suffisant pour prédire une mort encéphalique dans les quelques jours à venir. Et donc du coup, ces patients-là, on va les faire des soins palliatifs, les mettre dans des services pour qu'ils aient une mort dans le respect du patient, respecter la douleur, etc. Bon, on voit quand même que sur ceux qu'on a mis en relation avec une filière de don d'organes, on fait quand même du bien. Parce que 45% donc, sont envoyés, donc de 44 patients, 45% sont orientés vers une filière de prélèvement. Et donc dans ces 45%, il y en a quand même 80% qui vont en réanimation non thérapeutique, en réanimation d'organes. Donc les autres, c'est des patients qui sont récusés par la coordination parce qu'on va trouver un élément qui ne permet pas de faire le don. Donc, par exemple, un cancer qui était à bas bruit, qui n'avait jamais été exploré. Bon, ça peut être découvert sur une prise de sang en attendant de savoir ce qu'on fait. Ou alors tout simplement, c'est le patient se dégrade le temps de faire les démarches. La famille n'est pas prête, on va pas pousser, il n'y a pas de refus formel de la famille, mais ce patient-là il est récusé tout simplement pour des questions techniques. Donc quand même 80% sont mis en réanimation non thérapeutique, et sur ces 80%, en fait au total, même sur tous ceux qui sont orientés, il y en a quand même un tiers qui vont être prélevés.
Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Il y en a 3 qui, là, sur les 44 en tout, il y en a 3 qui n'ont malheureusement pas eu de prélèvement malgré une réanimation non thérapeutique. C'est des patients qui ont dépassé le délai de 3 jours. C'est un délai qui n'est pas, il n'y a pas de règle, mais généralement, quand on les accepte, ces patients-là, au bout de 3 jours, on dit bon, bah, on va pas s'acharner plus que ça, il passera sûrement peut-être pas en mort cérébrale, et donc on va faire en sorte d'accompagner la famille, on va arrêter la réanimation non thérapeutique. Donc c'est ces 3 patients qui ont eu ça, et puis il y en a 6 où le don a été refusé par la suite. Donc ce qui quand même fait un taux de prélèvement de 43,8% et un taux d'opposition de 37,5%. On comparera avec les chiffres nationaux juste après. Le chiffre national juste après. Donc là, maintenant qu'on a les résultats, on va la remettre dans le contexte, puisqu'on avait le contexte initial, et maintenant avec ces résultats, qu'est-ce que ça donne? Et bien tout simplement, je vais pouvoir la comparer avec donc, les fameux chiffres de l'année 2021. Donc on est similairement pareil, hein, 43,8% de prélèvement contre 49,5%, c'est grosso modo pareil, avec un taux d'opposition un peu plus élevé dans notre étude, mais au vu de la quantité de patients, ça reste similaire. Et comme il y a déjà eu une thèse là-dessus en 2013, je vais prendre cette thèse-là et puis je vais la comparer avec la mienne. Et on voit que lui, il avait 13 centres sur l'ensemble des hôpitaux rattachés à la coordination du 91 Corbeil-Essonnes. Moi, j'en avais que 4. Mais mon recrutement de patients était un peu plus nombreux, puisque lui, il prenait que les AVC. Moi, j'avais les AVC, les traumas crâniens et les comas anoxiques. Alors, les AVC comparés aux traumas crâniens, AVC, c'est 80% des patients, et les traumas crâniens, c'est à peu près 20% des donneurs d'organes. Coma anoxique, je vous rappelle, anecdotique. Mais bon, c'était pour être le plus large possible. Et moi, j'ai trouvé quand même 44 patients contre lui 25. Donc, potentiellement, on peut améliorer, on a augmenté ce chiffre de donneurs potentiels. Est-ce que c'est parce qu'il y a plus de gens qui viennent aux urgences? Est-ce que parce que c'est des filières qui sont différentes? Je ne sais pas encore. Mais par contre, en tout cas, on fait mieux. On fait mieux puisque nous, sur les 44 donneurs, il y en a 20 qui sont orientés. Lui, sur les 25, il y en avait 2 qui étaient orientés. Donc, on fait mieux, malgré qu'on ait un recrutement un petit peu plus large, mais comme je vous ai dit, on n'a rajouté que 20% avec les traumas. Donc les limites de cette étude, en fait, tout simplement, ça a été réalisé déjà pendant le Covid. Donc ça, c'est malheureusement un petit biais, c'était sur l'année 2021. On a vu qu'en 2021, il y avait une diminution du nombre de dons d'organes. Donc ça peut fausser un petit peu les chiffres. Le nombre de centres, je n'avais que 4 centres, malheureusement, avec un espoir d'en avoir un peu plus avant la fin de l'année. Et malheureusement, il y a les erreurs de codage, parce que j'en ai éliminé certains, des erreurs de codage, mais les erreurs de codage où les patients ne sortent pas du tout dans mes chiffres, parce que en fait, ils sont passés inaperçus, ils sont classés comme une pneumopathie, alors que initialement c'est un AVC, je le perds. Il n'apparaîtra jamais dans mes chiffres. Et bien sûr, les filières de fonctionnement qui sont les filières de dons d'organes qui sont différentes en fonction des centres, puisque comme je vous ai dit, il n'y a pas de filière commune, de façon de faire commune sur l'ensemble de la France. Donc il y a des façons de faire différentes, et donc notamment, soit c'est fait par la réanimation, soit fait par la coordination. Donc en conclusion, il y a un réservoir de dons d'organes, il y a un réservoir d'organes, qui vient des urgences, et il n'est pas négligeable, mais il n'est pas assez exploité. On montre quand même que on pourrait augmenter de 20% notre capacité à recevoir des organes rien qu'en se basant sur les urgences. Et donc ça, c'est quand même assez important. Les résultats, ils sont assez encourageants. Et en plus, les études, alors j'ai pas fait d'études statistiques, mais cette étude-là, en regardant les chiffres, elle montre quand même que si on prend les centres qui ont une coordination sur place, ça a l'air d'améliorer ce recrutement de patients dans une filière de non-organes. Donc, il y a des choses qu'on peut mettre en place.
Bien sûr, il y a des perspectives, déjà faire d'autres études, et notamment en grandissant le nombre de centres, pouvoir comparer les centres entre eux avec des urgences plus ou moins grandes, savoir si c'est nécessaire de mettre une coordination partout, si c'est un facteur favorisant le recrutement de donneurs ou pas. Donc tout ça, il faut avoir plus de centres. Malheureusement, j'en ai que 4. J'espère en avoir donc au moins 7 pour d'ici la fin de l'année et pouvoir peaufiner mes résultats pour les publier. Et bien sûr, les perspectives, c'est aussi de la formation, et c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est sensibiliser sur le sujet. Je ne suis pas à ma première présentation, heureusement. La prochaine, ça sera la SFMI, si vous êtes tous bien sûr invités à venir me voir, et j'en serai grandement honoré. Et bien sûr, la création d'un protocole qui a été fait notamment à Melun, notamment par le docteur David Sepiensi, et qu'on en a même reparlé à l'EPU du 28 mars donc à Melun, qui présente donc ce fameux protocole pour essayer d'orienter et de penser un peu plus à ces patients qui viennent des urgences pour essayer d'avoir le plus de donneurs possible. Pour rappel, en moyenne, un donneur d'organes, c'est quand même 5 vies de sauver en moyenne. Donc c'est pas négligeable, et c'est vrai que quand on a une place de réanimation, je ne dis pas qu'il faut choisir entre un vivant ou un qui va décéder pour don d'organes, mais c'est pas parce qu'il est donneur d'organes donc bientôt décédé qu'il faut se le mettre de côté en disant non, de toute façon il va bientôt décéder. Non, c'est quand même 5 vies potentielles de sauver si on arrive à aller jusqu'au bout.